10%, mais à 0,5%, eux, ils tremblent, parce que c'est tellement là-dessus qu'ils jouent, qu'on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Je veux dire, on avance, c'est bon. 3 ans. Et puis les grandes parts, on leur dit janvier 2010. C'est une catastrophe. On a commencé les paniers le 21 mars 2007 et on avait déjà une liste d'attente. Donc avant les premiers paniers, on avait déjà 40 membres. Une fois qu'on a approché les 80, on a demandé au maraîcher ce qu'on faisait. Le maraîcher a dit ok, on prend pour 90 et puis en fait on est à 92 quand même. Mais là on a arrêté et c'est la liste d'attente. Et donc on est de nouveau en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour continuer. L'idée, c'est pas de se dire il y a un potentiel au jardin du fond, on pourrait très bien avoir 1000 coopérateurs. Ça voudrait dire que ça bouleverse complètement nos exploitations. Ça voudrait dire qu'on devrait engager des travailleurs, à la limite recréer des travailleurs sans terre. Alors pourquoi pas plutôt prendre contact avec des producteurs, des jeunes qui aimeraient rester dans le métier et qui sont aussi soit dans les fruits, soit dans les légumes et qui aimeraient partager cette aventure avec nous. Je pense que beaucoup de familles paysannes auront avantage et puis intérêt à faire le pas et se lancer là-dedans. Puis je pense qu'il y a de la place pour plusieurs. Moi, je ne me vois pas fournir des milliers de paniers. J'ai envie que ça reste un peu comme on est actuellement, en fait, parce qu'il y a une jolie ambiance. Face à cette soudaine démultiplication des initiatives, les agriculteurs créent une plateforme dans le cadre de l'association unitaire, puis fondent en mars 2008 la Fédération romande d'agriculture contractuelle de proximité. L'idée de la plateforme, c'était de voir ce qu'on avait à faire ensemble, de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de sujets sur lesquels on avait envie d'échanger, que ce soit les manières de cultiver, que ce soit les semences, que ce soit une réflexion au niveau du salaire des employés ou de nos propres salaires, de la rémunération des producteurs, de l'environnement et aussi de tout l'aspect contractuel, ça veut dire du contrat qu'on met en place avec les consommateurs, parce qu'on a chacun notre manière de faire. Une question qui a été réglée dans une des associations, elle peut être tout à fait une galère dans l'autre, et en faisant des échanges, on peut déjà s'entraider. Après, la chose qui est, à mon avis, essentielle, c'est pouvoir faciliter les nouvelles initiatives. Comme nous, on a eu, là c'était Unitaire et Nicolas Besançon qui nous ont guidés sur ce chemin et aussi appris à dialoguer entre producteurs et consommateurs. C'était pas si évident que ça, jusqu'à ce qu'il y ait une relation de confiance. Un des autres buts qu'on s'est donné, c'est quand même de trouver ou de chercher ou d'aider ces gens-là à trouver du terrain. Et puis pas forcément sur des grands domaines, parce qu'avec la vente directe ou l'agriculture contractuelle, on peut vraiment travailler sur des surfaces beaucoup plus petites. Et on ne s'est pas cantonné non plus au bio. On n'avait pas envie de fermer ça à quelque chose où il n'y avait que les gens qui produisaient bio. On avait vraiment envie que ce soit aussi ouvert à des gens qui sont en tout cas sensibles à l'environnement. Pour les faire grossir, pour qu'ils soient un peu plus forts. Bien que cette façon de produire soit adoptée par le 3/4 des initiatives, la Fédération romande d'agriculture de proximité n'a pas fait de l'agriculture biologique une règle ferme d'adhésion. Alors on est très vite, on est parti sur la culture bio à l'époque. Parce qu'on n'avait pas on n'avait pas envie de se casser la tête non plus, quoi. Je veux dire, c'était le plus facile. Il n'y avait pas besoin de prendre d'engrais, pas besoin d'engrais chimiques, de pesticides. De toute façon, pour les engrais, il fallait commencer à tout calculer. Donc au départ, vraiment, c'était la manière la plus simple. On fait de la culture biologique. Enfin, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'est pas labellisé. Mais du coup, selon les normes, le cahier des charges du bio, mais on n'a pas envie de label. Donc on veut faire comme on veut, en se disant qu'on respecte ces règles-là, plus des règles à nous, qui sont peut-être plus élevées que celles du label. Et puis les gens nous font confiance, quoi. Le but, c'est qu'il y ait un rapport de confiance. Il y a les jeunes agriculteurs qui démarrent leur culture directement en bio, et ceux qui reprennent l'exploitation familiale, née d'une époque où le bio n'était pas dans le vent.
Pour moi, c'était très clair que j'avais pas envie de travailler toute ma vie avec du poison, c'est-à-dire les pesticides, avec des engrais chimiques. Et maintenant, comme on fait justement de l'agriculture contractuelle, qu'on vend des produits, qu'on est face aux consommateurs, pour moi, c'est important de pouvoir être derrière mon produit et derrière la qualité, derrière sa qualité. J'étais encore uniquement céréales quand j'ai décidé de passer en bio et de me dire, j'essaie de faire la même chose, mais j'utilise aucun produit chimique et j'essaie de faire la même chose. Et c'est vrai que je prenais presque aucun risque, puis j'avais un travail à côté qui me permettait de vivre. Je prenais aucun risque. Alors c'est vrai qu'actuellement, un agriculteur qui vit de son exploitation, qui fait ça, c'est des risques énormes. Donc voilà, ma démarche, donc au niveau économique, elle était facile à faire. C'est vrai qu'il y a plus de risques parce que on connaît pas, les produits tiennent pas longtemps, et puis dans les années très humides où il fait chaud et humide, c'est l'idéal pour avoir une pression de maladie forte. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit ouh là là, mais mon Dieu, mais j'aurais jamais dû faire ça. Est-ce qu'on va réussir à gérer tout ça? Et puis moi, la satisfaction, c'est par exemple pour les pommiers, il a fait une année très difficile, mais on a des pommes extrêmement saines, des pommiers en pleine végétation, avec très peu de maladies, très peu de problèmes. Alors c'est vrai que pour moi, c'est très très gratifiant. Sitôt que vous avez une surface de 3 hectares où vous ne pouvez pas utiliser d'herbicide, c'est ça le problème, c'est l'herbicide. C'est une lutte terrible. Par exemple, nous, dans les grandes cultures, donc ce qui est les céréales et autres tournesols, on a un problème de chardon. Et ce problème de chardon, en chimie, on peut le régler assez rapidement en prenant un produit, un herbicide, qui détruit le chardon. Ce qu'on ne peut plus faire en bio, donc les seules possibilités qu'on a, c'est soit mécaniquement, mais quand la culture est en place, on n'a plus tellement d'autres choix que de l'enlever à la main, en fait. Donc c'est dans ces cas-là que du coup, alors le temps explose. On essaye d'être le plus près possible, par exemple en mettant des couvertures, par exemple les courgettes, on met une couverture noire mais biodégradable. Comme ça nous évite de devoir mettre des herbicides inutiles. Et ça, c'est très propre, il n'y a pas le problème à la fin de gérer le plastique. Mais on essaye plein de trucs, mais on fait plein de choses, mais on n'est pas bio parce qu'on ne se sent pas de taille à gérer et on n'a pas la connaissance. Et ça demande une connaissance tout à fait autre que de celle qu'on a. Par rapport au traitement, par exemple, nous, on en fait à peu près pas pour le moment. Peut-être ça va changer. On préfère qu'il y ait une culture qui marche pas et puis du fait qu'on a plein de cultures, ça s'équilibre. Et puis essayer de plutôt jouer sur des distances de plantation. On essaye, c'est clair qu'on n'y arrive pas toujours. Et puis essayer de ne pas traiter. Et puis s'il y a beaucoup de produits de traitement autorisés en bio qui ne sont pas spécialement bons pour l'environnement. Comment réduire au maximum l'impact environnemental de la production agricole? Cette question, chaque producteur semble se la poser pour chaque étape, de la semence à la livraison en passant par l'emballage des fruits et légumes. Cocagne a récemment fait un pas innovant en ce sens, un pas, ou plutôt un coup de pédale. Entre les deux personnes qui livrent, on arrive à 85 sacs livrés sur la totalité des 410 sacs qui correspondent au nombre des coopérateurs de Cocagne. Donc ça représente un tout petit quart, ce qui montre bien que ce triporteur, il a pas une fonction totalisante, mais c'est bien un peu une idée qu'on va essayer de développer pour, dans l'éthique de Cocagne, essayer d'être au plus près du respect de l'environnement et de l'humain, à partir de la culture des légumes jusqu'à la livraison dans les quartiers urbains. Et puis l'idée, c'est de faire plus. Mais il faut que l'équipe qui bosse avec le triporteur ait envie. Il faut qu'on trouve des gens qui sont un peu motivés là-dessus ou d'autres qui veulent utiliser un triporteur. C'est peut-être un jour un triporteur électrique, je ne sais pas. En tout cas,